imaginé par Binge Audio. Et donc je me retrouve sans appart. Il y a un peu toute une période d'adaptation qui va être un peu compliquée parce que j'habitais avec lui, j'avais construit un peu ma vie autour de lui et autour de la relation qu'on avait, etc. Je commence à chercher un appart en me disant il faut que là je trouve l'endroit dans lequel je vais transitionner. L'autre rive de mon corps. Une série documentaire de Myrna El Sharif et Naomi Titi, réalisée par Pauline Lagache. Épisode 3. Devenir sirène. Plusieurs personnes m'envoient une annonce de 2 femmes trans qui cherchent d'urgence une 3e et une 4e coloc. Donc j'arrive, il y a Mia qui m'ouvre la porte, et donc c'est une femme extrêmement belle qui a transitionné depuis pas longtemps, et donc qui a des grands cheveux bouclés, noirs, très longs, assez grande, vraiment assez majestueuse. Il y a Myriam qui est là aussi, qui est très, très jolie, très pétillante, très vive, avec vraiment une vivacité d'esprit, un humour. Et en fait, tout de suite, je sens une familiarité. Je tombe un peu amoureuse de ces personnes. Enfin, amoureuse amicalement, quoi. Enfin, il y a un truc qui se passe. Enfin, je suis hyper éblouie par leur intelligence, leur humour. Enfin, c'est quelque chose que j'avais pas éprouvé depuis l'adolescence. En fait, ce sentiment d'appartenance communautaire où en fait, tout de suite, tu sens que il y a une forme de, il y a un langage qui est un peu le même. Il y a des échos dans nos histoires. Tout de suite, il y avait un truc que j'ai ressenti, une forme de familiarité, mais au sens où je me sentais être en famille. Et je déteste l'appartement. L'appartement me dégoûte. Mais je me dis, en fait, c'est bon, c'est là que j'ai envie d'habiter, c'est là que j'ai envie de faire ma transition. C'est là que je veux rester, donc je fais tout. J'appelle mes amis pour voir qui peut être mon garant, etc. Comment je peux me débrouiller pour avoir un dossier pour pouvoir habiter avec ces personnes. Et finalement, mon dossier est accepté, puis j'arrive en même temps que Rosanna, donc la 4e coloc qui vient en même temps que moi. Et en fait, petit à petit, donc on commence les premiers mois à vivre ensemble. Et je prenais déjà des hormones depuis quelque temps, mais je les prenais en cachette. Et il y avait quand même, je vais pas le cacher, il y avait une forme de pression de la part de Mia qui arrêtait pas de me dire « Ah mais là, ça y est, c'est bon, il faut que tu prennes tes hormones, t'inquiète pas, ça va être super. » Puis moi, j'étais là, mais en fait, j'ai pas envie pour l'instant et tout. Et elle comprenait pas trop pourquoi, donc elle me demandait pourquoi. Et je lui disais, mais en fait, parce que je sens que si je commence à m'hormoner, ça va être vraiment la décision qui va complètement décapiter les rapports que je m'étais créés avec ma famille, avec mon pays. Et en fait, toutes les choses dont je m'étais privée pendant 10 ans et qui maintenant, en fait, sont de nouveau accessibles, et que ce lien que je retrouvais, parce qu'une fois que j'allais être hormonée, j'allais plus pouvoir retourner dans mon pays, parce que j'allais risquer encore plus la prison, que j'allais être beaucoup plus identifiée et identifiable, et que ma famille allait découvrir, et que j'allais être en rupture familiale. Donc je disais ça, mais tout en m'hormonant, donc c'était assez contradictoire. Et Myriam, par contre, avait une posture qui était beaucoup plus tolérante vis-à-vis de ça. Elle ne me mettait pas la pression pour que je prenne des hormones. Rosanna, elle avait aussi ce truc très, très à l'écoute. Et c'est en me sentant appartenir, en fait, à ces femmes que je me suis pleinement projetée dans la transition, et que, en fait, c'est là qu'il y a eu encore un énorme déclic de assumer une féminité qui me traversait depuis toujours, quoi.
peu après mon arrivée dans la coloc avec les filles. J'étais en train de me faire à manger et je mets un podcast voilà, pour faire une petite ambiance, un petit verre de vin, tu connais. Je me souviens très bien de ce moment parce que c'était l'un des premiers moments où, par exemple, je mettais une robe, ce qui peut paraître assez anodin. Enfin, j'en avais déjà mise dans le passé, mais je me souviens que ce moment-là, je me figurais un peu... Enfin, je me voyais dans cette cuisine et j'avais l'impression d'être un peu une masse musculeuse dans une robe et que j'étais un peu assez dysphorique, que je me faisais à manger, j'essayais de me détendre, etc. Et que je mets ce podcast sur la mort de Vanessa Campos. Elle, c'est Vanessa Campos. Et le 16 août 2018, elle a été assassinée ici, dans le bois de Boulogne. Vanessa Campos, une personne transgenre d'origine péruvienne, est assassinée alors qu'elle tente de prendre la défense d'un homme agressé par 8 à 10 gars qui raquettent dans les parages. Vanessa Campos a 36 ans lorsqu'elle perd la vie dans le noir du bois de Boulogne, dans le nord-ouest de Paris. L'histoire de Vanessa m'a tellement atteinte au plus profond de moi. Enfin, j'avais l'impression ça touchait à quelque chose de très personnel. Le soir du 16 août 2018, une bande d'une dizaine de jeunes hommes veulent racketter le client de Vanessa. Elle s'interpose, mais elle est rouée de coups. L'un d'eux sort une arme et la tue d'une balle dans la poitrine. La bande s'acharne sur elle à coups de cutter, de couteau et d'armes de poing, avant de l'achever d'une balle dans le thorax. Je me suis juste assise et je me suis mise à pleurer en pensant à elle, en pensant à ce qu'elle était. Une personne hyper honnête, hyper solidaire. Comment est-ce qu'elle était dans Acceptess, l'association où elle militait, avec ses collègues et ses copines au bois de Boulogne. Et beaucoup dans la sensibilité de la défense des droits des personnes. Je ne croyais pas qu'elle allait mourir, je pensais qu'elle était gravement blessée. Et c'est comme si en fait une partie de mon histoire me ramenait à elle. Et j'éprouvais vraiment une très très forte émotion à ce moment-là. Et à la fin, le constat était hyper clair. J'étais là, en fait, c'est que je suis trans. Je suis une femme trans. Et c'était vraiment le premier moment où je me figurais les choses de cette manière. Alors que avant, bien sûr, j'avais commencé les hormones, je prenais conscience d'une forme de féminité, je prenais conscience aussi d'une féminité un peu dissidente, je prenais conscience de ce qui me traversait en fait depuis l'enfance. Mais là, les choses étaient claires et je pense que c'était le moment où je me suis complètement rattachée à une sorte de toile communautaire. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais j'avais l'impression que mon histoire résonnait avec d'autres histoires. Même si évidemment, j'avais pas du tout la même histoire qu'elle, que la même trajectoire migratoire, le même rapport avec le travail du sexe, tout ce qui a fini par lui coûter la vie. Et ce qui a fini par lui coûter la vie, c'est aussi la transmisogynie d'État. J'avais quand même pris conscience d'une forme de familiarité. La lutte des TDS et la lutte des femmes trans, c'est souvent une lutte qui est assez unie, parce que souvent dans nos communautés, les personnes qui luttent aujourd'hui sont les personnes TDS, et les personnes qui meurent aujourd'hui, par exemple en France, de la transmisogynie, des violences transmisogynes, sont souvent les TDS trans et migrantes et racisées, et que en fait elles sont en première ligne face à ces violences qui sont complètement légitimées par l'État, donc avec un État qui crée des conditions de légitimation des violences à leur égard, comme par exemple en fait la loi de 2016 qui a pénalisé les clients des prostituées. Stop, nous sommes en colère, on a la rage, on doit arrêter ça. Elle va précariser encore plus l'existence des TDS. Nous sommes aujourd'hui là à rendre hommage, traduit bien l'hypocrisie d'appliquer une loi purement puritaniste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les clients vont être les personnes qui prennent le plus de risques dans la transaction sexuelle. Donc, ils vont avoir une sorte d'ascendant sur les TDS. Il y a des lois qui ont été faites qui amplifient les violences, qui amplifient les dégradations de conditions de travail des personnes trans travailleuses du sexe. Et pouvoir décider des endroits où l'acte sexuel va avoir lieu, peuvent décider encore plus du tarif, donc ça va induire une forme de précarisation, et vont pouvoir aussi, par exemple, forcer beaucoup plus pour des rapports non protégés, donc induire des risques en fait pour la santé des personnes qui font le travail du sexe. Donc tout ça en fait, ça va créer des conditions d'une mortalité encore plus grande et d'une précarisation encore plus grande. Tout ce qui arrive
on a prévenu en avance. Il y a eu la loi de pénalisation, on a prévenu que ça allait amener des catastrophes. Ça amène des catastrophes. Et il va reléguer les TDS à des lieux beaucoup plus reculés et beaucoup plus isolés, où elles vont pouvoir aussi beaucoup moins faire usage des liens communautaires qui existent entre elles et des liens d'entraide qui peuvent exister entre elles. C'est une population fragile. Et en plus d'être fragile, elle n'est pas aidée, elle est au contraire stigmatisée. Par exemple, en exerçant le travail du sexe à travers Internet, et donc elles vont être dans une forme d'isolement. Souvent, en fait, les femmes trans sont en première ligne face à ces violences. La mort de Vanessa n'a pas été à cause des clients. Et donc, évidemment, en fait, la lutte des femmes trans, elle est extrêmement liée à des luttes TDS. Les différents procès qu'il a pu avoir avec des décisions de justice qui légitiment complètement en fait les violences exercées à l'égard des femmes trans, qui les construisent comme des corps tuables. Le fait de ne rien faire pour les protéger, c'est une responsabilité de l'État. Quand c'est des violences qui sont complètement adoubées par l'État, qui sont complètement encouragées par l'État, où en fait nos luttes ne sont pas valorisées, nos corps ne sont pas valorisés, nos existences ne sont pas valorisées, qu'on n'a pas accès aux soins comme on devrait y avoir accès, à une protection dans l'espace public qui ne soit pas en fait de l'ordre de la protection policière, qui n'est pas une protection. Ces violences-là vont continuer. La mort de Vanessa a été à cause de la négligence de l'État et de la sécurité de l'État. Le meurtre de Vanessa Campos est un fait communautaire total. J'ai moi-même pris soudainement conscience de ma propre transitude en écoutant ses collègues et amis relater avec force et mélancolie la colère obstinée de Vanessa, son engagement auprès de ses familles de cœur comme de sang, sa capacité à se saisir de la misère d'autrui, même celle de ses futurs meurtriers, pour en faire émerger du collectif. J'ignore ce qui s'est alors solidement crocheté à ma propre histoire, à ma propre trajectoire migratoire et à la façon dont j'avais toujours envisagé ma féminité. Une chose est sûre, on se reconnaît au travers de nos mortes. Myrna El-Sharif, préface d'une brève histoire de la transmisogynie par Jules Gill Peterson. Ça a joué comme une forme de menace, parce que c'est aussi une période où j'avais pas forcément de boulot parce que j'avais arrêté d'être prof, aussi à cause de la transmisogynie. En fait, quand j'étais prof, j'étais pas française. Et dans l'éducation nationale, en fait, les personnes étrangères ne peuvent pas passer le CAPES pour devenir prof titulaire, donc ils sont obligés de garder des contrats parfois courts. L'académie avait conscience de mon statut administratif et donc me baladait un peu à droite à gauche, donc j'étais une semaine par-ci, 2 semaines par-là, et donc en fait j'avais pas du tout le temps d'asseoir une forme de confiance avec mes élèves, de leur expliquer qui j'étais, ce vers quoi j'allais, ce que c'était qu'une personne trans, et en fait donc à chaque fois c'était juste des situations violentes et qui se répétaient, et sur lesquelles j'avais aucune prise, et qu'en fait il y avait assez peu de perspectives qui s'ouvraient à moi. J'étais en train de finir ma thèse, mais il y avait quand même quelque chose d'assez dur dans ma vie à ce moment-là. En fait, je savais que j'allais être soumise à beaucoup plus de violence et à beaucoup plus de violence dans l'espace public, que j'allais plus être protégée, entre guillemets, par l'État de la même manière. En fait, je m'étais aussi dit qu'elle avait besoin d'améliorer ses conditions de vie. Elle est venue en France, elle a été assassinée dans l'exercice de sa profession et en essayant d'avoir cette vie meilleure. Et en fait, quand je me rappelle ma propre trajectoire migratoire en me disant « Toi aussi, en fait, t'as fantasmé la France comme un espace sain et bienveillant et tu viens ici pour t'accomplir et en fait, tu vas être confronté à des choses qui sont extrêmement violentes aussi. » En sortant de la relation avec Pierre, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne le temps pour moi-même, pour m'accomplir, pour essayer d'être une version plus juste de moi-même. Et en fait, les choses sont pas passées exactement comme prévu, donc j'étais en fait dans une sorte d'inquiétude par rapport à qui est-ce qui va pouvoir me désirer alors que mon corps change, alors que ma façon de me voir change. Les 10 années précédentes, j'étais habituée à une sociabilité gay qui était pas très compliquée, quoi.
Et que là, en fait, j'allais tout chambouler avec mon corps qui change, ma manière de me présenter, etc. Et donc, j'étais un peu dans ces errements-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes trans qui se vivaient comme gays avant, comme des hommes gays, qui ont ce genre d'inquiétude parce qu'en fait, on passe en fait d'une sexualité qui est quand même plus facile, même si elle est vraiment empreinte de racisme, comme toute la société, mais en tout cas, qu'une sexualité qui est beaucoup plus simple à quelque chose d'assez compliqué où on va être soit fétichisé, soit rejeté parce que érigé un peu en monstre. Donc j'étais un peu dans cet état d'esprit et donc je me voyais pas du tout rencontrer quelqu'un, commencer une relation amoureuse, faire confiance à quelqu'un, etc. Sauf que voilà, un jour je traînais sur une appli de rencontre pour passer le temps et voilà, c'était beaucoup plus pour éventuellement avoir des relations sexuelles. Et je tombe sur le profil de Lucas et je l'aime bien, enfin je me dis voilà, il a l'air gentil et tout, donc c'est bien. Donc je match avec lui, il m'envoie un message. Joli prénom pour un joli garçon. Et donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, quand même, je me dis, bon, c'est pas grave, je peux pas lui en vouloir, je ressemble quand même encore à un garçon, et it's ok, je vais un peu passer outre, donc on commence à discuter. Et au moment où on se fixe un rendez-vous, j'ai envie d'annuler parce qu'en fait, je me sens pas bien avec mon corps, je suis dans une période d'hésitation, c'est un peu compliqué. Myriam me dit, ah bah si t'y vas pas, moi j'y vais, enfin, il a l'air très mignon. Donc piqué. J'y vais, je me rends rendez-vous, et en fait... ouais, il y a un truc un peu assez beau qui se passe. Enfin, je me sens tout de suite en confiance. Sur l'appli, je dis rien. Et en fait, quand on se voit, je fais pas forcément d'efforts pour me genrer au masculin ou quoi. Je me genre correctement. Et lui aussi. Je décide de pas forcément dire grand-chose, de laisser les choses se faire. On va chez lui, on fait l'amour. Et c'est super, etc. Et tout de suite après, il me dit, en fait, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es une personne trans ? Et donc je réponds que oui. Et il me dit voilà, tu préfères du coup que je te genre féminin ? J'ai dit oui, je préfère que tu me genres féminin. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Enfin, il n'y a pas eu vraiment de questions. Au tout début, on n'avait pas forcément beaucoup parlé de ça. Enfin, je ressens un truc de douceur et d'écoute et de bienveillance qui me rassure. Et donc on commence à se voir un peu plus, enfin, à se fréquenter. Alors que ça fait 2 mois que je suis célibataire. Enfin, que je suis partie de chez Pierre. Et il y avait une forme de... un peu comme un déni de ce que pouvait impliquer la transition. Enfin, il était parfaitement conscient que je transitionnais, que mon corps allait changer, etc. Mais petit à petit, il s'est créé un peu la même chose qu'avec Pierre, à savoir que lui-même, ayant eu du mal à se positionner dans le monde en tant qu'homme gay, il a eu du mal à faire face à une situation où cette position d'homme gay et cette catégorie d'homme gay à laquelle il s'affiliait était menacée par ma transition. Et donc ça a commencé un peu de manière voilà, un peu progressive, au fil aussi de mes changements corporels. Et donc un jour, on parle, on est en train de dîner, et il me dit moi j'ai le droit de savoir jusqu'où tu vas aller dans ta transition. C'est des choses dont on doit parler tous les deux. Je suis pas sûre de pouvoir te désirer encore si t'as des seins, par exemple. Donc, ce serait bien que tu me dises où tu vas aller dans ta transition et où tu vas aller dans tes changements. Comme si on avait une idée déjà préconçue de ce qu'on allait faire. Et en fait, je m'étais sentie une nouvelle fois aliénée par quelque chose qui m'était extérieur dans cette quête que j'avais de moi-même. Enfin, moi-même, à ce moment-là, je savais pas où j'allais. Enfin, c'est très difficile d'imaginer son corps changer. J'ai ressenti un vide. Vraiment, en me disant, en fait, je vais jamais sortir de ce cycle. Comment concilier le regard des autres et le regard qu'on s'accorde à soi. J'avais l'impression que j'allais avoir jamais de moment dans ma vie où j'allais pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Enfin, d'avancer vers là où je voulais aller.
Je lui réponds pas grand-chose, je pense, sur le moment. Je lui dis juste d'accord, je lui dis d'accord, je vais réfléchir. Puis après, en fait, en sortant de chez lui, je commence à prendre conscience du fait que c'était absolument violent. Voilà, je suis très triste et je lui fais comprendre. Et s'en suivent quelques semaines de turbulence où vraiment, genre, je vais essayer de pas le voir. Je commence à éprouver une forme de répulsion. D'ailleurs, c'est un moment auquel je pense toujours aujourd'hui. En fait, il y a toujours des moments où je vais penser à ça. Il y a toujours des moments où je vais penser à ce moment-là ou penser à cette réplique-là. Il y a une part de moi qui me dit que on peut pas évoluer à ce point. Enfin, on peut pas passer de ça à autre chose. Enfin, à quelque chose un rapport sain à mon corps, quoi. Et t'avais peur sur le coup de date quelqu'un qui transitionnait? Non. T'avais juste peur de dire des conneries, quoi. Sur le coup immédiat, je pense qu'au début, mon problème et ce qui a été source de violence, d'une part, c'est que je me représentais pas le truc, peut-être. Moi, pour le coup, la transidentité, je connaissais pas en vrai, je connaissais pas grand-chose. J'étais pas... je me souviens même d'ailleurs, tu m'as demandé si j'avais des amis trans et tout, et j'étais en mode... Tu vois, peut-être je ne comprenais pas ce que représentait un parcours de transition, tu vois. J'ai aucune excuse, hein. Franchement, Ton incapacité à vivre dans ta peau atteignait un sommet. La douleur dans ton cou et dans ton dos te poursuivait toute la journée, toute la nuit, à cause de ton torse et donc de tes poumons comprimés depuis 30 ans. Avec ça se viennent plein de questions sur est-ce que ma transition ne fait pas de moi un corps non désirable, quoi. Non digne d'être désiré, non digne d'être regardé. Tu essayais de rester corseté même en dormant. Mais au matin, le plancher était toujours jonché de brassières de sport rafistolées, de bandes de tissu usées, accessoires de séduction, disais-tu. Toujours une forme de recréer de l'étrangeté là où on cherche à s'aligner. Je voudrais simplement que tu te sentes libre. Ai-je dit par colère déguisée en compassion, par compassion déguisée en colère. Tu comprends toujours pas, as-tu crié. Je me sentirai jamais libre comme toi, je me sentirai jamais chez moi dans le monde. Je me sentirai jamais chez moi dans ma peau. C'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Eh ben alors, je suis désolée pour toi, ai-je dit. Ou peut-être, d'accord, mais m'en fais pas payer le prix. On savait que quelque chose, tout peut-être, allait s'effondrer. On espérait que ça ne serait pas nous. Maggie Nelson, Les Argonautes. Finalement, le temps est passé et puis j'ai compris que en fait, l'adaptation liée à la transition, ça se faisait aussi à deux et que c'était normal qu'il avait aussi des moments d'errance et des moments d'incompréhension et donc je suis un peu passé outre et notre relation a continué après ça. En tout début de transition, c'est assez compliqué parce que on met en place un peu le regard social qui doit être projeté sur nous, mais finalement, en fait, notre transition physique, enfin en tout cas la mienne, ma transition physique, n'avançait pas au même rythme. Enfin, j'avais aucun passing. Je passais encore pour un homme. Enfin, les gens me prenaient encore pour un homme dans l'espace public, dans mes interactions, etc. Et donc, en fait, c'est assez compliqué de naviguer dans tout ça. Le regard des autres, le regard désirant est très violent. On commence à être dans une forme d'entre-deux, où, par exemple, les personnes qu'on pouvait attirer avant ne sont plus du tout attirées. Enfin, et les personnes
auxquelles on pourrait aspirer, pas du tout. Enfin, et on se prend tout un tas de remarques. Par exemple, on n'est pas assez féminine pour les personnes qui aiment les femmes. Et on est un peu trop féminine pour des gays. Donc en fait, on est un peu dans un entre-deux. Donc non, je pense que dans cette période-là, j'avais pas forcément d'autres options. À part une personne que je voyais aussi à ce moment-là, qui était aussi une personne trans. C'était Moussa, et c'est un homme trans, donc c'est une personne qui a transitionné vers le genre masculin. C'était un peu ma première relation avec une autre personne trans, qui m'a apporté beaucoup de quiétude par rapport à ce que mon corps allait traverser. Et il y avait une forme un peu de refuge là-dedans. À ce moment-là, quand je le voyais, je me sentais vraiment beaucoup plus à l'aise par rapport à mon corps. Les attentes qui pesaient sur moi et sur mon corps étaient bien amoindries. Je sentais que ça constituait un peu comme une béquille, un truc auquel on peut s'accrocher pour entrevoir un avenir un peu plus prometteur. Et moi, en fait, au début, quand j'ai commencé à transitionner, j'étais pas du tout dans un truc où je me disais « Ah, il faut que je passe, donc il faut que je passe pour une femme dans l'espace public, que je sois identifiée pleinement comme une femme dans l'espace public, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. » J'ai passé une bonne partie de ma vie dans une forme de fluidité, donc je vais continuer à affirmer cette fluidité tout en transitionnant. Et en fait, petit à petit, je me rends compte aussi que ne pas s'affirmer physiquement en tant que femme, enfin en tout cas ne pas chercher ce passing, devenait une source de danger et d'anxiété. Et en fait, j'avais pas envie de reproduire les mêmes anxiétés que j'avais pu accumuler toute ma vie dans cette transition. Enfin, j'avais envie d'en faire un endroit plus paisible. J'ai commencé à prendre des hormones aussi pour ça. Au début, j'avais aucune attente vis-à-vis des hormones, mais petit à petit, ça s'est transformé en 2 attentes de transformation corporelle, déplacement des masses graisseuses, enfin une répartition des graisses un peu différente, le changement aussi de la qualité de ma peau. Il y a plein de choses, des nouvelles choses sur lesquelles on va fixer qui n'étaient pas forcément du tout des sujets avant. Pour moi, la voix en fait partie. Avant, j'avais aucun problème avec ma voix. Les seuls problèmes avec ma voix que j'avais, c'était plus au niveau des inflexions, des manières de parler, des choses qui pouvaient paraître trop féminines, qui étaient, qui auraient pu être sanctionnées, notamment pendant l'enfance. Alors que après la transition, ça devient vraiment une obsession. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est devenu vraiment une obsession. Quand je m'entends, ça me rend parfois hyper malheureuse pendant des jours, juste parce que je me suis entendue dans un vocal que je laissais à ma bestie, quoi. N'importe quelle personne, quand elle entend sa voix, elle sent une forme de distance parce qu'on n'est pas habitué à entendre sa propre voix. Et nous, il y a un enjeu supplémentaire qui est celui du genre. Et donc, on a toujours l'impression qu'on a une voix hyper masculine. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'en fait, la voix, elle change pas avec les hormones féminisantes. Enfin, pour les hommes trans, ça change avec la testo, mais pour les femmes trans, ça change pas. Il faut faire un travail dessus ou se faire opérer. Et j'avais aussi voulu me faire opérer de la voix, enfin des cordes vocales. Mais en fait, la chirurgienne que j'ai vue m'a conseillé de pas le faire parce que d'un point de vue bénéfice-risque, enfin perte, c'était pas forcément très intéressant pour moi parce qu'une fois que t'as fait l'opération, tu peux plus, par exemple, chanter ou de toute ta vie. Et en fait, comme pour ma carrière artistique, pour mon projet solo. Et du coup, ça fait partie aussi des choses que j'ai commencé à travailler. C'est aussi dans des enjeux de sécurité, ou voilà, dans l'espace public, ou en fait, souvent, si je me mets à parler à quelqu'un, par exemple, qui me harcèle dans la rue, il faut que la personne ne soit pas forcément déstabilisée par ma voix et que ça lui donne une justification pour devenir violente. C'est pour ça que j'ai commencé l'orthophonie. J'ai fait plus d'1 an d'orthophonie. Eh ben, musique gaiement, c'est parti. On essaie d'assouplir les épaules, les cervicales, la tête, tout ça. Et on échauffe.
c'est une personne qui a fait des études d'ethnologie, donc qui a une vision un peu moins eurocentrée et qui est consciente que en fait le genre, la voix est genrée dans des situations données et dans des espaces géographiques donnés, que c'est pas les mêmes normes de genre pour la voix dans les mêmes espaces. Et après, une séance, en fait, on fait des exercices d'échauffement et des travails en fait au piano. Et après, des échauffements, enfin des lectures et aussi des mises en situation où je dois expliquer des choses, par exemple avec une voix qui serait assez haute et qui descende pas trop. Vraiment, quelles sont les situations qui vous posent encore éventuellement problème ? Quand il y a du bruit autour. Okay. Et après, c'est un travail quotidien. Enfin, moi, pendant un certain temps, je travaillais un peu tous les jours pour pouvoir transposer les apprentissages en fait de l'orthophonie dans la vie quotidienne. Vous allez placer la voix, on va mettre du bruit. Je pense qu'il y a un moment où ça va finir par s'automatiser, mais en tout cas, ça sera jamais. C'est quelque chose à laquelle je devrais faire attention toute ma vie, oui. Dis donc, Tina, dit-on de Dido, Dodu, Dodi, Dodu, Dindon. Tous les blocs du globe bogue. La mule a bu tant qu'elle a plu. Va-t'en, Satan, ta femme t'attend. Essayez de monter un tout petit peu plus. Va-t'en, Satan, ta femme. Va-t'en, Satan, ta femme t'attend. Fratrie paternelle, fratrie paternelle, patrie fraternelle. Sache que ça se cache et cache que ça se sache. Ta Cathy t'a quitté, c'est ta Cathy qui t'a quitté, t'as qu'à tout quitter. Et après, j'ai commencé à faire des opérations. Et la plus importante, ça a été l'opération de féminisation du visage. Où là, pour moi, c'était non seulement d'aller vers un passing un peu plus développé, mais c'était aussi de gommer une partie des attentes masculines familiales qu'il y avait à mon égard, parce qu'en fait, j'avais l'impression aussi que mon visage rappelait beaucoup les hommes de ma famille, et ça rappelait beaucoup cette injonction à être un homme que j'ai eu pendant toute mon enfance. Mais c'était pas une décision facile à prendre parce que voilà, je savais pas vers quel chirurgien j'allais me tourner. Et tous les chirurgiens que j'ai pu voir, en fait, souvent j'étais confrontée à une forme de racisme, à une volonté en fait de me faire aller vers des critères de beauté assez blancs, comme voilà un nez fin, un front, un petit front. Alors que moi en fait je sortais de 10 ans de dissociation raciale, c'était pas pour faire une Michael Jackson. Et voilà, donc ça a été un parcours assez long, c'était assez violent. Enfin, par exemple, il y a un chirurgien qui m'avait demandé une fois: ah, vous voulez faire cette opération, mais est-ce que vous êtes sûr que vous vous considérez vraiment comme une femme? Parce que bon, là, vous n'êtes pas vraiment, vous ressemblez vraiment à un homme, quoi. Et, et voilà, j'étais ravie. Au final, quand j'ai décidé de la faire, je pouvais pas la faire dans le public, étant donné, en fait, tout ça à quoi j'avais été confrontée avec les autres chirurgiens. Et j'arrivais pas à trouver de chirurgiens qui me conviennent dans le public. J'avais décidé de la faire dans le privé, ça m'a coûté 8 000 €. Et j'avais fait une cagnotte en ligne, en fait, pour payer cette opération. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Très bien, je vais vous chercher, on va y aller. Merci. J'étais très bien entourée.
Donc il y avait Lucas qui était là, il y avait mes amis qui étaient beaucoup là, qui étaient très présents. Tout le monde me faisait des soupes parce que je pouvais pas manger solide pendant 1 mois et quelques. Et j'avais eu des complications, en fait, des infections qui sont survenues, donc qui ont compliqué en fait la convalescence. Donc non, c'était un processus qui était assez long et douloureux dans l'ensemble. Comme dans toute transition, en fait, c'est une forme de négociation entre soi-même et le regard social qui est posé sur nous, entre ce qu'on pense pouvoir subir, affronter seul et les choses qu'on pense ne pas pouvoir faire. Et en fait, je pense que ça s'est imposé à moi à un moment parce que j'avais besoin de me réaligner avec une forme de quiétude, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a apporté beaucoup de tranquillité. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais c'est pas du tout dans un truc de, voilà, il faut passer par cette opération pour pouvoir avancer dans sa transition, il faut ressembler à une femme cis, une femme qui est née femme, pour forcément avancer. Mais toutes les transitions sont personnelles et il y a des moments où on prend des décisions tout en négociant avec un tas de choses, quoi. Allô? Oui, allô, bébé. Coucou, bébé, ça va? Par exemple, je pense souvent à des discussions que j'ai avec mon amie Rosanna. J'ai peur que ça rate, j'ai peur aussi de l'impact que ça peut avoir sur mon corps, sur mon visage, enfin, je sais pas. J'imagine que toi aussi, t'as eu les mêmes peurs. Oh oui, complètement. Où en fait, ça me fait du bien de prendre conscience que je suis pas la seule à être un peu en lutte, parfois avec cette envie, par exemple, de faire des chirurgies. C'est un peu ce besoin de se fondre dans la normalité. Et je pense que ça m'a fait du bien, par exemple, de parler avec elle plein de fois de comment est-ce qu'on envisage nos opérations et nos chirurgies. J'ai un peu peur de la convalescence, tu vois, mais de la douleur, etc. Après, je me dis que avec les antidouleurs, ça devrait aller. Non seulement pour s'échanger des choses très pratiques. Ouais, ma belle, là, c'est vas-y, hein. Tu fais pas la meuf un peu bio. Après, c'est bien si tu manges bien, mais pour le reste, vas-y à fond et dors le plus possible, franchement. Par exemple, je sais pas, un jour elle m'a dit, elle a aussi fait une chirurgie du visage, une féminisation du visage, et elle m'a dit en fait, la première chose que tu fais en te réveillant en salle de réveil, c'est que tu prends un selfie de toi. C'est pas grave si tu seras complètement shooté, tu sors de 7 heures d'opération, mais genre juste tu prends un selfie, parce qu'en fait, juste après, ton visage il va enfler tellement, et ça sera le seul moment où ça sera pas enflé. Et en fait, pendant plusieurs mois, tu vas pas voir ton visage et tu vas perdre confiance en toi. Et donc, en fait, quand tu vas regarder une photo de toi, cette photo, ce selfie sera salvateur et tu vas juste un peu savoir à quoi tu vas ressembler après. Merci beaucoup pour tes conseils et j'espère que ça va aller. On se rappelle dans les prochains jours. Je t'enverrai ma photo post-partum. Quelqu'un qui n'est pas passé par là n'aurait jamais donné ce type de conseils. Ça nous arrive par exemple de parler de ça ou de parler d'autres choses un peu plus deep, quoi, sur en tant que femme trans, comment tu négocies. Et en fait, ça, j'en parle beaucoup avec mes amis. Alors en fait, au début de la transition, j'arrivais pas à assumer du tout auprès de ma famille. Ce qui s'est passé les 10 premières années de ma venue en France, c'était aussi une manière de négocier avec le trauma familial, avec l'imposition des normes familiales, etc. Et le fait, en fait, d'avoir été enfin dans une forme de vérité dans une vérité avec eux, et d'avoir pu être authentique, ou en tout cas avoir l'impression d'avoir été authentique, ça a été assez compliqué de repartir à zéro. En fait, j'avais l'impression que quoi que je fasse, j'étais toujours en train de créer des espaces de double vie. Quand je refais un peu la généalogie de tout ce qui s'est passé, par exemple, en Tunisie, j'avais déjà une forme de double vie parce que j'avais un groupe d'amis qui était complètement extérieur, dont tout le monde ignorait l'existence. Après, quand je suis arrivée en France, j'avais une double vie. J'étais en pleine dissociation raciale et je m'inventais une vie, etc. Et puis là, en fait, j'avais l'impression de rebalancer vers une autre forme de double vie
par rapport à ma transition. Et donc, c'était hyper compliqué à assumer. Et la deuxième chose, c'est que aussi, c'est très compliqué de parler de quelque chose qui n'est pas nommé. Le fait qu'il n'y ait pas forcément de mots en tunisien qui ne soient pas PD ou travesti, pour se catégoriser, c'est hyper compliqué de parler du coup à sa mère, par exemple, de ce qu'on est. Si on n'a pas de terme pour se qualifier, qui ne soit pas dans la langue. Bien sûr, je pourrais lui parler en français, lui dire, voilà, je suis trans, mais la portée de ce que je vais dire en français va être aussi empreinte d'un truc très européen, et je vais en fait donner du grain à moudre à tout ce discours qui va dire que en fait j'ai transitionné parce que je suis venue en France, etc. Et évidemment, peut-être que j'aurais jamais transitionné si j'étais restée en Tunisie, mais j'aurais exprimé ma féminité d'une autre manière, mais pas sous un mot transition qui appartient en fait à un cadre géographique et un mode de pensée qui est quand même occidental. Donc voilà, donc j'avais assez peu de mots pour me définir et assez peu de mots pour engager cette discussion. Au fil des années, mon corps a commencé à vraiment beaucoup changer, mon visage a commencé à vraiment beaucoup changer. J'arrivais plus à cacher en fait. Et je me souviens l'une des dernières fois que j'ai vu ma mère, elle avait réussi à obtenir le visa d'une manière assez inattendue. Enfin, quelqu'un lui avait payé le billet pour qu'elle vienne. Et donc elle est venue de manière inattendue et j'étais pas du tout prête à la voir. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 3 ans. Et donc moi j'étais là avec Myriam en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, je suis obligée de lui dire. Et Myriam me disait mais oui, là maintenant t'as plus le choix, il faut vraiment que tu prennes ton courage à 2 mains et que tu lui dises. En fait, j'ai pas réussi à trouver la force, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été ridicule et j'ai acheté un binder, donc c'est un haut pour cacher les seins et aplatir la poitrine. Et je l'ai mis, puis je me suis plaqué les cheveux, je me suis coiffée de manière, voilà, plus ou moins masculine. Bon, c'était du rafistolage, mais ça faisait l'affaire. Et donc, c'était avant mon opération du visage. Et je suis allée la voir comme ça. À chaque fois que je vois ma mère, c'est souvent un peu compliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui surviennent, il y a beaucoup de choses qui refont surface, etc. Mais là, c'était assez apaisé, bizarrement. Parce que j'avais l'impression que c'était les derniers instants que je passais avec elle à ce moment-là. Et donc, j'avais décidé d'en profiter, donc j'étais restée 3 jours avec elle. On s'est beaucoup baladé, on a beaucoup parlé. On a eu des discussions aussi assez dures, mais qui étaient assez nécessaires, mais on a parlé de tout sauf de ma transition. Et donc elle faisait semblant de pas voir quoi que ce soit, ou peut-être qu'elle a pas vu, je sais pas, mais en tout cas elle avait pas l'air de comprendre ce qui se passait. Et voilà, et du coup le dernier soir on a dîné ensemble avec elle et Lucas, on a beaucoup ri. Au moment de la quitter, elle m'a dit quelque chose comme s'il te plaît ne romps pas avec moi. Elle avait dit en arabe, donc c'est un peu compliqué à traduire, mais elle avait dit ma tartarniche. Ça veut dire ne romps pas le lien que tu as avec moi. Et donc c'est comme si elle avait compris quelque chose, mais sans forcément l'assumer. Donc je suis partie et j'ai commencé à pleurer pendant tout le trajet. Jusqu'à rentrer à la maison, j'avais pleuré. J'ai enlevé le binder en pleurant, j'avais super mal au sein. Enfin, c'était une situation un peu compliquée. Et voilà, c'était la dernière fois que j'ai vu ma mère. Quelque temps plus tard, je me suis dit que j'allais pas être tributaire de ce langage, de la position géographique, de toutes ces choses et que je lui devais une forme de sincérité. Ça a simplement été précipité par le fait que ma petite sœur, ait découvert mon compte Instagram et elle a commencé en fait à le montrer à toute la famille, donc toute la famille du côté de ma mère. Tout le monde commençait à m'écrire des SMS assez violents,
tu seras jamais une femme, enfin les trucs classiques. C'est le corps avec lequel on nous a fait. Toi, tu es en train de détruire le tien. Tu vas mourir d'un cancer dans quelques années. Tu es en train de tuer tes parents à feu doux. Tout un tas de choses hyper violentes. Et en fait, je me suis dit que à ce moment-là, je devais envoyer une lettre à ma mère pour pas qu'elle l'apprenne avec des mots qui ne sont pas forcément les mots appropriés. Et par exemple, toute cette violence, elle avait été aussi exercée par ma tante ma tante lesbienne qui m'avait défendue au début et tout ça. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose qui mettait un peu toute la famille d'accord. Et donc voilà, j'ai écrit une première lettre à ma mère, un premier mail auquel elle n'a pas répondu et j'étais restée assez simple. Maintenant, voilà comment je me vis et c'est comme ça que c'est le choix que j'ai fait pour moi et voilà, j'espère que tu comprendras. Peu de temps après, donc en voyant qu'elle ne répondait pas, j'ai décidé d'écrire une autre lettre qui était beaucoup plus longue et où j'allais développer beaucoup plus les raisons. J'allais parler aussi de notre lien, du lien que j'avais avec elle. Je te mentirais si je te disais que j'ai toujours su. De ma manière de comprendre son histoire à elle aussi, de ce chemin en fait qui m'a guidée à cette féminité-là. Ce que j'ai su, c'est que j'ai toujours été traversée par un sentiment d'incongruité. Dès que j'ai envoyé cette lettre, j'ai absolument changé toutes mes coordonnées pour que plus personne ne me contacte. Détester mon prénom m'a aidée à comprendre que ce que je subissais était la pression de devenir un homme digne de sa famille, de son nom, de sa race. Pour plus justement avoir affronté la violence qui émane d'eux. À plus forte raison de devenir un homme. Ce que ça a changé, cette rupture, c'est aussi... J'ai refusé de le devenir. Ça m'a consolidé dans le fait que j'ai fait le bon choix parce que même si ma tristesse est immense par rapport à ce qui s'est passé et à la manière dont j'ai été rejetée par ma famille. J'ai déployé toutes mes forces et toute mon énergie à ne pas être cet homme arabe. Il n'y a aucun moment où j'ai regretté en fait les décisions que j'ai pu prendre par rapport à moi et par rapport à cette transition et par rapport à tous les changements que j'ai pu amorcer. Considère que je te raconte ici non pas l'histoire de ma transition, mais l'histoire de mon émancipation. Alors évidemment, c'est extrêmement triste et ma vie est certainement longue, donc j'aurai peut-être le temps d'avoir des regrets ou par exemple, je sais pas, quand je serai confrontée à la mort de mes parents, comment est-ce que je réagirais? Est-ce que j'aurais pas... c'est des choses auxquelles je pense assez souvent. Je me reconnais plus dans les traits que me montre le miroir et je te reconnais. Après, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ma transition? Je ne pense pas. Sans le vouloir, j'ai rendu notre ressemblance plus saillante. Je vois ta bouche, la courbe de ton nez, tes yeux, ton regard qu'on interprète comme du mépris alors qu'il n'est que mélancolie. L'une des choses aussi que ça m'a apporté, c'est que ça m'a donné envie de porter cette féminité héritée de ma mère et de mes tantes et de tout cet entourage féminin que j'avais. Je suis l'héritière, comme mes cousines, de cette féminité africaine qui a écarté toutes les peurs et s'est livrée à tous les combats. De la porter, de l'assumer complètement et de la faire vivre encore plus en moi comme une manière de garder un lien avec eux. À suivre.